Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Crise dans le secteur du BTP. Retenez qu'également que le cimenterie demande à l'État de réagir. La dette intérieure estimée à plus de 200 millions de francs CFA impacte la chaîne selon les acteurs. Dans le secteur de la santé également, Ande Guessem déclenche son 9e plan d'action avec une grève de 72 heures à compter du 8 avril. C'est pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement, notamment l'indemnité de logement. Élection locale, la coalition Diomaye Président, section Nioro, peaufine sa stratégie. Elle entend jouer pleinement son rôle pour accompagner le président de la République. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Crise dans le secteur du BTP. Les cimenteries du pays estiment être dans des difficultés. Le directeur général de Dangote Sénégal estime que la dette intérieure impacte les cimenteries. Voilà bientôt 2 ans. Le secteur fait face à plusieurs difficultés. Il demande aux autorités d'intervenir pour sauver donc ce secteur stratégique. En paie notamment la dette intérieure estimée à plus de 200 milliards de francs CFA. Isidore Alexandre Séné-Sabafal. Dette intérieure, ralentissement ou break dans la construction publique. Le secteur des BTP a besoin d'être soutenu selon Ousmane Baye, le directeur général de Dangote Ciment Sénégal. De l'activité depuis 2 ans. Depuis 2 ans, vous le savez, depuis 2 ans avec l'arrêt des chantiers, mais aussi la dette intérieure due au secteur a impacté toute la chaîne, parce que nous sommes partie de cette chaîne. Il parle de BTP, parle de ciment, mais aussi parle de tous les autres secteurs. Donc on espère qu'une solution soit trouvée. Une situation qui a impacté, selon lui, le marché local du ciment. Peut-être aller au niveau de la NST, regarder la consommation de ciment sur les 3 dernières années, il n'y a pas eu de croissance, il y a une stagnation de la demande. Donc, je pense que ça, c'est un indicateur qui permet de voir. Parce que d'habitude, le marché local du ciment, c'était une croissance qui tournait entre 6 à même 9 à 10% pour certaines années. Donc, sur les 2 dernières années, il n'y a pas eu de croissance. Donc, la demande a stagné. Donc, c'est un chiffre qui montre effectivement que le secteur traverse des problèmes. On espère que cette année, qu'il y aura une reprise et que tout simplement les entreprises, pas seulement les entreprises, mais en tout cas tous les gens qui tournent autour de ce secteur puissent reprendre normalement leur activité. Le président du syndicat des professionnels des industries du ciment salue la résilience des acteurs du secteur. Il reste optimiste du processus de mise en place du nouveau code des mines. Dette intérieure, ralentissement. Et puis la direction de l'automatisation des fichiers informe le public de la production des cartes nationales d'identité. La reprise donc de la production depuis le 1er avril dernier. Les opérations d'enrôlement ont débuté de manière progressive dans plusieurs centres en vue de leur généralisation sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. La DAF qui a rappelé que l'intégrité des données personnelles des Sénégalais est strictement préservée. La DAF reste également à l'écoute des préoccupations des citoyens et promet un service continu dans le cadre de la gestion des cartes nationales d'identité. Un communiqué signé par le commissaire de police principal Ibrahim Dian, donc la DAF qui a redémarré la production des cartes d'identité après l'incident de ces derniers mois. À Tambacounda, les populations du village de Dindou Doka, c'est dans la commune de Boingel Bamba, dans le département de Goudiri. Les populations réclament l'affectation de personnel soignant pour leur poste de santé. Donc elles ont construit à hauteur de 30 millions de francs CFA ce poste de santé. Autre préoccupation également des populations, la mise en service de l'électricité dans leur localité qui fait face donc à plusieurs difficultés, notamment
l'insécurité. Je vous propose de suivre les explications de Dembombo, il est le porte-parole des populations de Dindouli Doka. Je vous le rappelle, c'est dans le département de Goudiri. Il est ici au micro d'Ousseynou Sow. Le problème aujourd'hui, premier problème de nous, c'est l'électricité. C'est les deux ans ici dans le village. Tous les villages concernés, et là encore, il nous a promis de nous donner un transport, parce que c'est PIDC qui doit amener le transport, mais Sénélec qui a dit qu'il va nous donner gratuite. Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé. Il a dit que ça va venir avant le Ramadan. Maintenant, le Ramadan, il est passé 10 jours passés. Et ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le cas santé. Depuis qu'on a construit le cas santé jusqu'à présent, c'est nous, des jeunesse d'Indoudi et les diasporas, qu'on a construit plus de 30 millions. Le gouvernement, il n'a pas mis un centime dans l'hôpital. Et encore, nous sommes encore allés voir le préfet et tout, pour concernant le paiement des infirmiers. Ça fait 3-4 ans, c'est les Adéndous qui payent les infirmiers. Et bon, on a demandé à l'État de nous aider quand même, qu'on a construit l'hôpital. Mais le paiement, ça soit sur le dos des gouvernements. Et l'on dit oui, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Le problème aujourd'hui, après l'échec des négociations entre les syndicats de transporteurs et le ministre des Transports terrestres et aériens, le président du Haut Conseil du dialogue social a pris contact avec le ministre du Travail pour de nouvelles négociations. D'après Maud-Lamine Djanté, c'est du ressort du ministère du Travail d'organiser le dialogue social. Elle estime qu'il est temps de trouver une solution pour soulager les usagers des transports qui souffrent de la grève et qui en est à son 9e jour. Je propose de suivre les explications de Mamadou Lamine Djanté et de Jean-Parent Diouf. Je crois qu'en termes de médiation, nous sommes en train de poursuivre pour voir un peu d'autres chantiers à explorer, parce que apparemment le dialogue social est devenu un dialogue de sourds entre le ministère en charge des transports et la fédération des syndicats de transporteurs. Apparemment, ils se parlent sans s'écouter ou sans s'entendre. Nous avons estimé qu'il faut aujourd'hui que le ministère du Travail monte au créneau, parce qu'en réalité, les transporteurs auraient dû déposer leur préavis de grève auprès du ministre en charge du Travail, et leur ministre tutelle ne devait être qu'un ampliataire de leur préavis de grève. Ça, nous avons déjà échangé avec le ministère en charge du Travail pour les convoquer le plus tôt possible avec leur ministère de tutelle et les autres ministères qui sont également impliqués dans la gestion de ce préavis-là, pour tenter de trouver le plus rapidement possible une solution, parce que une grève de transporteurs a toujours beaucoup de ramifications, beaucoup d'implications, et ça risque donc dans les jours à venir d'impacter sur plusieurs secteurs d'activité du pays. Vous pensez que là où le ministre des Transports terrestres et aériens n'a pas réussi à les ramener à l'essentiel, vous pensez que son collègue du Travail va le réussir ? Oui, en principe, parce que la réalité, c'est que c'est autour du ministre en charge du Travail que doit s'organiser le dialogue social. Tous les autres ministères, qu'ils soient des ministères utilisateurs ou des ministères de tutelle, ils ne sont que donc des relais des revendications des travailleurs, des transporteurs qui sont en mouvement de grève. Donc les négociations doivent se faire autour du ministre du Travail, parce que c'est lui qui est le responsable du dialogue social au niveau du gouvernement. Donc si aujourd'hui le ministère en charge des transports a déblayé le terrain mais ne parvient pas à trouver un accord, la logique voudrait qu'il s'en remette au ministre du Travail qui prenne le relais pour apporter les solutions idoines au nom du gouvernement à ces acteurs du transport. À Karmatiem Madjabel, la création de la nouvelle zone économique de développement suscite plusieurs attire, donc les populations, mais également les opérateurs économiques, les transporteurs, et qui s'avancent déjà sur ce projet chiffré à hauteur de plusieurs millions. Le moteur de cette transformation tourne encore
pourtant ralenti le potentiel de création d'emplois pour les jeunes, mais également le cri de cœur des femmes transformatrices confrontées au manque de matières premières. La réussite de ce hub dépend désormais d'un soutien de l'État pour notamment sécuriser la campagne arachidière. Sékou Diallo et Assoumbaye nous en disent plus. Ici, à Keur Madiabel, le silence n'est plus à l'ordre du jour. La zone économique de développement commence à prendre vie. Pour les opérateurs économiques, les chiffres donnent déjà le vertige. Si la chaîne de production tourne à plein régime, l'impact financier pourrait être massif. Nous avons un potentiel énorme si tout marche comme prévu. Cette manne financière ne profite pas qu'aux industriels. Dans le sillage de cette activité, c'est tout un écosystème qui s'anime, à commencer par les transporteurs. Pour eux, la réussite de cette zone est la garantie d'un avenir sur place, loin de l'aventure incertaine de l'exode. Nous sommes ici et nous travaillons ici. Si les choses bougent, nous gagnons convenablement notre vie sans avoir besoin d'aller voir ailleurs. La richesse de Keur Madiabel, c'est notre stabilité. Vraiment, pourtant, le tableau n'est pas encore totalement idyllique. Dans les hangars de décortiquage, les femmes s'activent, mais le rythme reste saccadé. Le manque de matières premières, l'arachide freine les ambitions. Le dispositif est là, mais les machines ont faim de graines. Nous sommes là depuis l'année dernière, mais pour le moment, ça tourne au ralenti. Il n'y a pas assez d'arachide pour faire fonctionner tous les dispositifs. L'État doit vraiment accompagner les producteurs et les opérateurs pour garantir une bonne campagne. Entre espoir de croissance et besoin de soutien étatique, Keur Madiabel est à la croisée des chemins. Le moteur est prêt à démarrer. Il ne manque plus que le carburant, une campagne arachidière forte pour faire de cette zone le hub promis. Ici, justement, le maire de la commune de Keur Madiabel veut créer une zone économique de développement. L'objectif est de transformer la production agricole locale, mais également celle des communes environnantes pour créer plus de richesses et faire donc de la commune un hub capable d'inverser la tendance de l'exode rural. Vœu du maire Abdoulaye Diatta, maire de la commune de Keur Madiabel. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Sékou Diallo et d'Assoumbaye. Après un recensement exhaustif de l'habitat et des acteurs économiques, une évidence s'impose. Keur Madiabel doit devenir un hub de transformation économique. Notre ville ne se limite plus à l'agriculture. Elle repose sur un artisanat dynamique avec notamment 150 menuisiers et 128 tailleurs. L'autonomisation des femmes est au cœur de cette stratégie. À travers une fédération regroupant 17 groupements, elle transforme désormais nos céréales, fruits et légumes locaux. L'objectif, capter les récoltes des communes voisines, Wakunguna, Dramé Escale, Keur Mandongo et Gent Kaï, pour leur apporter une plus-value industrielle sur place. En structurant cette chaîne de valeur dans notre zone économique de développement, nous créons de l'emploi et de la richesse. Keur Madiabel ne sera plus une terre de départ, mais une terre d'accueil pour ceux qui cherchent un avenir. Ajouter, da ngay créer richesse. Boo créer richesse, da ngay créer emploi. Donc, askanu Keur Madiabel, doomu Keur Madiabel, doo ci nuñu dem di jéggaani liggéey feneen, ñeneen ñooy ñëw di jéggaan si liggéey biir Keur Madiabel. Je le disais en titre, ça bouge dans tous les sens. Dans le domaine de la santé, l'Alliance André-Gassama annonce son 9e plan d'action. Au menu, 72 heures de grève à partir de ce mercredi. Ce n'est pas tout, puisqu'il est également prévu le boycott des réunions de coordination et de staff. Je propose sur les explications du secrétaire administratif de André-Gassama, il s'appelle Issa Gueye. Il est joint par iRadio. Devant le mutisme et le pourrissement de l'État du Sénégal, nous avons opté de continuer la radicalisation que nous avons débutée depuis le 7e plan d'action. Le 9e plan d'action s'articule autour de 3 points. Le premier, c'est le boycott
des supervisions, mais aussi des réunions autour de la structure sanitaire. Le deuxième point, tournée de mobilisation au niveau départemental par le secrétaire général de région. Et le troisième point, c'est des grèves cycliques de 3 jours, de 72 heures, durant tout le mois d'avril. Les premières journées de grève commencent demain, 8 avril, et se termineront le 10 avril avec une évaluation le 11. Donc ces grèves concernent toutes les structures sanitaires du Sénégal et se feront sans service minimum, mais bien entendu avec un respect des urgences. En politique, les leaders de la coalition Diomaye de Noro du Ripson, la mobilisation. Ces derniers ont d'ailleurs défendu le bilan des 2 ans du président de la République. Pour ce qui est de la campagne agricole, selon eux, au moins 130 milliards de francs CFA ont été débloqués, une avancée historique selon les partisans du chef de l'État qui réaffirment également leur fidélité sans faille à la mouvance présidentielle. Pour ce qui est des élections locales, ils se disent d'ailleurs prêts. Voici les explications de Hassan Diouf. Il est le coordinateur national de la commission communication de Awodé. Il est ici au micro de Sékou Diallo d'Astoumaï. Le 7, la coalition Diomaye Président a tenu une assemblée générale. Une assemblée générale qu'on peut considérer comme un point de départ sur la nouvelle dynamique de cette coalition. Et le président de la République a lancé un appel très fort. Nous demandons d'aller à la rencontre des Sénégalais pour véritablement présenter sa politique. Discuter avec les Sénégalais, les convaincre à rejoindre véritablement sa politique, mais également à l'appuyer pour la marche du Sénégal qui est notre pays à nous tous. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons traduit justement cet appel du président de la République au niveau local en faisant cette première rencontre de la coalition, nous permettant déjà de poser les bases, de faire une première rencontre de prise de contact, d'échange, de partage pour dégager les perspectives. Voilà les tenants et les aboutissants, l'intérêt et la portée de cette rencontre d'aujourd'hui. Thiaroye-sur-Mer, retenez que les populations ont décidé de rendre hommage au maire de Pikine, Abdoulaye Timbo. C'est pour son soutien. Mais également, ces derniers lancent un appel à l'État pour une restructuration face aux inondations, mais également à la pollution de la baie de Han. Les populations de Thiaroye-sur-Mer veulent oublier tout mauvais souvenir. Voici les explications de Mamoudou Ndiaye, il est le maire de Thiaroye-sur-Mer. Il est interrogé par Cheikh Maguette Mbaye. Nous avons décidé aujourd'hui, la journée, de consacrer cette nuit à rendre hommage à des personnes qui nous sont chères, mais surtout des personnes qui ont marqué Thiaroye-sur-Mer durant l'année écoulée. Pourquoi Abdoulaye Timbo? C'est que tout ce que nous avons réalisé à Thiaroye, le budget de Thiaroye-sur-Mer ne pouvait pas le supporter. Nous avons atteint nos résultats parce que le maire de la ville nous a soutenus, le maire de la ville a soutenu Thiaroye-sur-Mer. Il a soutenu Thiaroye-sur-Mer, mais également, de la même manière, il a soutenu tous les autres maires des communes du département. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, nous avons estimé devoir lui rendre hommage à travers cette journée et je pense que les témoignages ont été unanimes. Le maire de la ville est remercié par tout Thiaroye-sur-Mer. Je ne voudrais pas revenir sur ceci, mais ce qui est constant, ce qui habite Thiaroye, c'est que nous avons des préoccupations. Nos préoccupations, c'est quoi? C'est des préoccupations d'ordre environnemental. Thiaroye-sur-Mer est assis sur une poudrière. Thiaroye-sur-Mer souffre relativement aux inondations, mais la seule solution aujourd'hui demeure la restructuration. C'est pourquoi nous lançons encore une fois un appel à l'État pour leur dire que la restructuration de Thiaroye-sur-Mer dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Han est un impératif. Et puis, parlons également de la culture, bien sûr. C'est pour parler du festival international Nomade Slam. Le festival international Nomade Slam qui s'est déroulé à Saint-Louis. La thématique retenue cette année est langue de la terre, voix
du vivant. L'événement s'est déroulé sur 2 jours, donc concert de slam, atelier d'écriture, rencontre, réflexion. Les artistes ont insisté sur la nécessité de promouvoir les langues nationales. Voici les explications de Hadjar pour Meracham, elle est la directrice du festival Slam Nomade et elle est ici au micro de Djourin Dji et de Seleman Diadou. Ce festival porte une ambition forte, valoriser les langues, toutes les langues. Le français bien sûr, qui nous rassemble ce soir dans une communauté francophone vivante et plurielle, mais aussi les langues nationales, les langues du cœur, celles dans lesquelles naissent souvent les premières émotions, les premières histoires, les premières révoltes. Quand un texte est dit en Wolof, en Pulaar, en Serer, en Djola, toute autre langue, il ne fait pas que raconter une histoire, il porte une mémoire, une musicalité, une vision du monde. Et le slam a cette force incroyable, faire dialoguer ces langues sans les opposer. Le Festival international Slam Nomade est aussi une rencontre de géographie de la parole, des artistes venus de différents pays d'Afrique, mais aussi d'autres horizons, de la francophonie jusqu'à la Martinique, nous rappellent que la culture n'est pas un centre unique, mais un archipel. Un archipel de voix, un archipel d'histoire, un archipel de lutte et de création. Ce soir, sur cette scène, se rencontrent donc les imaginaires, les communautés d'expérience, des artistes qui, chacun à leur manière, utilisent les mots pour relier les territoires, pour faire dialoguer les cultures et pour créer des ponts, là où parfois on érige des frontières. Dans un monde souvent fragmenté, le slam nous rappelle quelque chose d'essentiel. La parole peut rassembler. Elle peut ouvrir des espaces d'écoute. Les travaux du complexe sportif multifonctionnel de Sébikotane ont été lancés d'un coût global d'1,6 milliard de francs CFA. Ce projet constitue d'ailleurs une réponse face à la forte attente de la population et de la jeunesse. Le stade sera livré dans un délai de 24 mois. Financé à hauteur d'1,6 milliard, le maire de la commune de Sébikotane a lancé les travaux du stade municipal. Une vieille doléance de la jeunesse va ainsi être satisfaite. Donc, puisqu'un stade municipal, c'est un complexe sportif qui comporte un terrain de football réglementaire avec 2 tribunes, une tribune découverte et une tribune couverte, avec tout ce qui va comme commodité, notamment les vestiaires et l'éclairage, mais aussi qui comporte un plateau multifonctionnel qui va abriter différents types de terrains, un terrain de basket, un terrain de volleyball, un terrain de baseball, un terrain de volleyball 5, baseball 5. Donc il y a différents types de terrains qui seront intégrés dans ce plateau multifonctionnel. Ce qui fera en tout cas du projet un complexe multifonctionnel complet où on pourra pratiquer quasiment toutes les disciplines sportives ici au niveau de Sébikotane. Les travaux du complexe multifonctionnel vont se réaliser en 3 phases. Il y a une première phase qui va comporter la construction de la plateforme, la réalisation de la plateforme, la pose de la pelouse synthétique et la clôture d'enceinte. Donc c'est une première phase qui permet déjà de pouvoir jouer les navétanes sur ce terrain. Après, on va aller sur la deuxième phase. Et c'est au niveau de la deuxième phase qu'on va construire la tribune découverte et le plateau multifonctionnel avec l'accompagnement du ministère des Sports à travers l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Et une dernière phase qui maintenant va prendre en charge la tribune couverte et l'aménagement extérieur. Les travaux seront exécutés dans un délai de 2 ans avec un terrain fonctionnel 6 mois après la première phase. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir, ce soir bien sûr dans votre émission l'invité de la rédaction Alassane Pilor. Il est le président des conseillers municipaux du département de Dagana. Il est également producteur de riz dans ce département. Nous allons parler bien sûr de la production de riz, des problèmes du secteur, mais également des conseillers municipaux. À suivre tout de suite.